Faut le faire aujourd'hui avec une chef doublement étoilée. C'est à Lille qu'elle a connu ses premiers succès grâce à une cuisine de terroir aux saveurs flamandes. Puis elle a rejoint Paris, les belles adresses et l'émission Top Chef. Complètement autodidacte, elle a su s'imposer comme l'une des chefs les plus talentueuses de sa génération. Bonjour Guylaine Arabian. Bonjour. Ça fait près de 40 ans que vous faites ce métier. C'est quoi alors exactement un chef cuisinier? Parce que vous dites chef cuisinier. Un chef cuisinier, c'est quelqu'un qui est capable de tenir sa maison, d'emmener toute sa brigade, aussi bien en salle en cuisine, de fédérer, de faire aimer le travail qu'on fait, parce que c'est pas évident, surtout de faire aimer les heures qu'on fait et leur prouver que ça sert à quelque chose et que c'est pas par hasard. Là, vous nous recevez dans votre restaurant, Les Petites Sorcières, à Paris, oui. Dans le 14e arrondissement. Vous l'avez repris il y a une quinzaine d'années. Qu'est-ce qu'il y a à la carte aujourd'hui, par exemple? Il y avait des couteaux, parce que j'adore les couteaux. On n'en voit pas souvent dans les restaurants des couteaux. Donc, je fais des couteaux, un scotch egg. C'est un mets tellement bizarre et pas toujours très sexy quand on le voit en Angleterre. Moi, je l'ai changé et puis ça swing un peu plus, quoi. Les gens adorent. Et puis, il y a les girolles en ce moment, ça commence, les cèpes aussi. Et puis, j'avais eu de très beaux choux-fleurs chez mon maraîcher. Et du coup, j'ai fait un potage aux choux-fleurs au lait battu. Ça s'appelle en fait du carnemelk. Je vais l'acheter en Belgique. Ce que j'aime dans le carnemelk, c'est le côté un peu acide. Donc ça donne un peu de peps au chou-fleur. Et j'avais mis des crevettes grises dedans parce que j'ai quand même la Flandre qui me colle aux fesses. Vous faites la part belle aux produits flamands, aux produits qui sont de vos régions d'origine? Non, j'aime bien les mélanger. Mon chou-fleur, il vient pas de Belgique, hein. Il vient du 77. Bon, et c'est pas trop près de la Belgique quand même, hein, d'accord. Ce qui est important, c'est les produits de saison pour vous? Je travaille que des produits de saison. Les belles tomates comme ça, comme on les a en ce moment, on les aura probablement jusqu'à mi-octobre. S'il fait un temps clément, on arrive encore à ramasser des tomates assez longtemps. Puis après, on passera à autre chose. Je ne vais pas commencer à faire des chicons maintenant, hein. Je ne vois pas l'intérêt. Pourquoi c'est important pour vous, ça? D'abord, c'est respecter aussi un peu ce que la nature nous donne. J'aime pas trop forcer les choses. Après, arrivent les salsifis, arrivent les chicons, arrivent les choux, arrivent les navets, les topinambours, tous ces légumes qu'on peut tellement bien accommoder et qui sont faits pour l'hiver. Même si on invente la plus belle des recettes, ça ne peut pas marcher sans des bons producteurs. J'ai un très bon primeur qui est ici dans le 14e, rue Daguerre. Je l'ai rencontré sur les marchés et j'ai goûté tout ce qu'il faisait et qu'après, j'ai décidé de travailler avec eux. Si on prend l'exemple des choux dont on parlait tout à l'heure, comment une recette comme ça, elle arrive sur votre carte? Comment ça vient germer dans votre esprit et puis ça se finit sur une belle table dans votre restaurant? En fait, j'en sais rien. J'en sais rien et ce que dit Thierry Cambier, qui est planqué dans sa cuisine, là, Thierry c'est lui. Cambier, c'est le chef avec lequel vous travaillez. L'autre qui est derrière, là, et qui m'a appris la cuisine. C'est lui qui m'a appris la cuisine à Lille. Et on est toujours restés ensemble et je lui gueule dessus tous les jours. Quand j'arrive et je dis rien, il me demande si je vais bien. Thierry, il a travaillé toujours que dans des restaurants étoilés Michelin. Moi, j'ai toujours travaillé que dans les miens. Oui. Voilà, c'est la grande différence. différence. À la création, alors que lui, il est dans des schémas plus classiques. Non, moi, j'aurais jamais sa technique. Il a 16 ans d'avance sur moi. Et 16 ans, ça se rattrape pas. Ces années-là, moi, je les ai pas. Donc, forcément, il a plus de technique que moi. Moi, j'ai les idées et le goût. Et une fois que vous soumettez donc cette idée de recette sur le chou, est-ce que une fois qu'elle a été réalisée, vous la testez? Comment ça se passe? Vous la mettez directement en table? Jamais directement. Je teste jamais les choses. Parce que j'aime bien rester sur ma première idée. Et je veux pas la modifier. Parce que je suis sûre que ça va marcher. Et là, vous observez directement le client pour savoir si ça fonctionne? Je le goûte. Ouais. Je goûte, c'est-à-dire, je lui dis voilà, je voudrais ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Si je suis en cuisine avec lui, c'est moi qui le fais. Si je suis pas en cuisine, à ce moment-là, il le fait, mais il va pas le servir si je l'ai pas goûté. Comment ça fonctionne exactement, votre binôme? Quand je pense à un truc, c'est lui qui me dit mais tu le vois comment? Et donc moi je dis je voudrais que tu me le fasses de telle manière, de telle manière, de telle manière, et puis après voilà. Et si je vois qu'il ne comprend pas mon cheminement parce que lui il a été tellement marqué par ses années d'apprentissage et de travail dans les grandes maisons, et qu'à l'époque on était quand même moins fantaisiste que maintenant, où c'était moins bien accepté, et si je vois qu'il n'adhère pas, je le fais moi-même. Et après... 9 fois sur 10, il dit que tout compte fait, c'est pas mal.
Il a toujours été avec vous. Oui. Dans les années 90, par exemple, vous étiez chef au pavillon Le Doyen. Oui, en 92 à 98. De 92 à 98, c'est un restaurant très prestigieux qui est à Paris, qui est à côté des Champs-Élysées. À quoi ça ressemblait votre journée à l'époque? À quelle heure vous commenciez, par exemple? Je commençais pareil que maintenant, à 7h, 7h15. J'étais chez Le Doyen et j'en partais, il était minuit et demi, 1h. Il y avait le restaurant gastronomique, où il y avait 80 couverts. Il y avait le grill en bas, où on faisait 2 services, 90 couverts 2 fois. Et après, il y avait les réceptions. Et le matin, il y avait quelquefois les petits déjeuners. Et voilà, il y avait tout le temps quelque chose. C'était un panel énorme d'activités. Et vous, votre rôle dans tout ça, vous supervisez, vous dirigez Je faisais toutes les cartes, toutes les commandes, je dirigeais, je travaillais au gastronomique principalement. Tout à l'heure, vous avez employé le mot de brigade, donc ça sous-entend aussi il faut de la discipline, il faut être très organisé, il faut que ce soit très hiérarchisé, non, pour que ça fonctionne bien. Hiérarchisé, oui, il faut qu'il y ait une certaine souplesse du personnel qui travaille, parce que quelquefois, dans les rushs et tout, on peut changer d'un seul coup une manière de faire ou autre, et il faut qu'ils suivent, quoi. On donne un ordre, il faut que ça suive. Et c'est peut-être dans ce sens-là qu'on dit la brigade. Puis que parce qu'il y a les commis, les premiers commis, les demi-chefs de parti, les chefs de parti, enfin voilà quoi. Les sous-chefs, les chefs. C'est comme ça. Et aujourd'hui, c'est pas le même fonctionnement. Comment vous vous organisez au quotidien? Quand je suis là, je regarde ce que j'ai dans mes frigos, je regarde comment je vais faire. Si je suis passée au marché avant, c'est encore autre chose. Et puis voilà, ça démarre comme ça. Et donc une idée de recette, elle peut vous venir aussi lorsque vous faites vos courses, finalement. Oui, bien sûr. Ça m'arrive souvent. Souvent, je regarde à ce qui va se faire dans la mode. Je regarde la mode vestimentaire. Oui. Quand je vois les défilés, tout, je regarde. Est-ce que les tissus vont être moelleux? À quelle couleur? Ou est-ce que ça va être rêche? Donc ça vous inspire parce qu'il y a les tissus. Oui. Et parce qu'il y a les couleurs. Oui. Donc. Et il y a la sensation. Si un tissu est moelleux, si on va partir dans la douceur, si on va partir dans des choses un peu plus métalliques, voilà. Si on voit des défilés où il y a plein de tulles, moi, ça me fait penser à un chou chantilly. Il est possible que je fasse un chou chantilly ce jour-là. Guylaine Arabian, on va revenir quelques années en arrière. Au début des années 80, vous tenez un magasin de vêtements, ça ne s'invente pas avec ce qu'on vient de dire, à Roubaix. Comment vous vous retrouvez en cuisine alors qu'à l'époque vous avez 35 ans, quelque chose comme ça? J'ai rencontré Jean-Paul Arabian, qui avait un restaurant. À Lille, qui n'était pas étoilé, rien du tout. Et puis donc je suis arrivée dans la cuisine, j'avais toujours mon magasin de vêtements. Et un jour, je descends à la cave et je croise un mec qui avait l'air intelligent et souriant. Je suis remontée, j'ai dit ah bien, c'est qui ça? Et il m'a dit voilà, je viens de l'engager, il vient de chez Marc Menot, j'en ai pas besoin. Marc Menot qui est un restaurateur connu. Oui, à Lille 3 étoiles à l'Espérance à Saint-Père, sous Vézelay, je crois. Eh ben j'ai dit j'apprendrai bien la cuisine. Il m'a dit tu vas si tu veux. Et comment ça se passe concrètement? Parce que aller en cuisine c'est une chose, mais se former pour être chef, c'en est une autre. C'est Thierry Cambier qui m'a formé. Et comment il vous a formé, Thierry Cambier? Pas gentiment. Je regardais ce qu'il faisait et à cette époque-là, il était en pâtisserie. Parce que Thierry avait fait de la pâtisserie en étant dans toutes les grandes maisons qu'il avait fait. Et puis c'est comme ça que ça a commencé. C'est quoi la première recette que vous avez faite avec lui? Ah oui, mais alors là, des îles flottantes. Et il me dit je vais vous montrer les îles flottantes. Je suis d'accord. Puis il me montre. Je le regarde. Il m'a dit c'est facile, on met ça de blanc d'œuf. Je l'avais regardé, oui. Et puis il me dit on met 3 poignées de sucre. Et puis le batteur et tout ça, ok. Je suis restée toute l'après-midi. Et je mettais des blancs d'œuf. Et puis je mettais mes 3 poignées de sucre. Et puis vraiment des morves d'enfants. Paf, je faisais comme ça. Dans l'eau. Je dis putain que c'est pas possible. Il revient, après sa pause. Il me dit ça va pour les œufs? On va faire le caramel. J'ai les œufs. Il y avait quelques plaques avec les trucs. Je n'y suis pas arrivée. Il dit c'est simple. Puis j'ai vu ses mains, parce qu'il a des mains de psychopathe. Il a des grandes mains comme ça. Et donc moi, mes 3 poignées de sucre et lui les siennes, c'était pas la même chose. Ça, c'était pas une première recette. Donc concrètement, vous n'êtes pas du tout issu du sérail. Pas du tout. Complètement autodidacte. Mais je le dis, moi, je suis pas issu du sérail. Absolument pas. Vous êtes complètement autodidacte, mais pour quelqu'un qui voudrait commencer en cuisine et qui voudrait devenir chef et pourquoi pas étoilé par la suite, ce serait quoi la formation idéale? Pour moi, la formation idéale, c'est l'apprentissage.
Parce qu'on rentre dans une maison, on voit tout de suite comment ça fonctionne. On se retrouve dans la cuisine, il y a l'école, il y a la cuisine, et il y a l'ambiance de la cuisine, et on peut mieux se rendre compte de ce que ça peut être, je crois. On est formé à la fois par le chef, on est formé aussi par les autres gens qui travaillent avec nous, et je trouve que c'est beaucoup mieux. La transmission, il n'y a rien de mieux. Vous aussi, vous étiez formé donc par un chef et vous débutez dans ce restaurant lillois. Et puis très vite, vous décrochez votre première étoile. C'est après 2-3 ans, c'est ça ? Oui. Traditionnel moment d'inquiétude pour restaurateurs et hôteliers, la sortie du guide Michelin 85 le 13 mars prochain. Il distribue... Au milieu des années 80, avec des recettes qui sont d'inspiration flamande de chez vous. Oui. Eh oui. Puis j'ai dit, on va faire des frites. Et on va faire ceci, on va faire cela. Je ne savais pas que ça allait marcher comme ça. C'était plus une ambiance, retrouver des saveurs. Donc j'ai commencé à utiliser le houblon. J'allais cueillir les feuilles au moment du houblon. Je les mettais en saumure. Je faisais ma saumure. Je faisais des fritos. J'utilisais beaucoup de lait battu. J'utilisais beaucoup la bière. La bière ? Oui. En sauce ? Oui. C'était autre chose, quoi. Et ça marche tellement bien qu'en 1988, vous obtenez votre 2e étoile, toujours dans ce restaurant à Lille. Puis 4 ans plus tard, vous partez pour Paris, en 92. Vous devenez chef du prestigieux pavillon Le Doyen dont on parlait tout à l'heure. Comment vous avez adapté votre cuisine, vos influences flamandes à cette institution, ce lieu un petit peu de rencontre un peu élitiste quelque part ? Pourquoi la cuisine du Nord ne serait pas élitiste ? Je me suis quand même attiré une réflexion d'un restaurateur, paix à son âme maintenant, qui a dit si elle pense qu'elle va pouvoir mettre des nappes à carreaux et révolutionner Paris avec des frites, elle se trompe. Et ça m'est toujours resté. J'ai dit, je ne savais pas qu'on pouvait être aussi bête. J'étais contente de ne pas faire partie du sérail à la limite. Je dis, c'est ça. Mais je n'ai pas changé un iota de ce que je faisais. Et ça, cette réflexion, ça veut dire 2 choses à la fois. Ça veut dire celle-là, pas issue du sérail, et celle-là, cette femme aussi, quelque part, non ? Oui, mais bon, le côté un peu féminin, sexiste, ça m'énerve, parce qu'en fait, ce sont les femmes qui ont quitté les cuisines. On ne les a pas mises dehors, hein, parce que les grands cuisiniers tels que Blanc et tout, ils ont eu leur mère avant eux. C'était leur mère qui leur a transmis un restaurant et d'autres. À partir de la fin du 19e siècle, des femmes employées comme cuisinières chez des familles bourgeoises vont progressivement se mettre à leur compte. On les surnomme les mères lyonnaises et leurs tables deviennent les plus courues de la ville. La mère Brasier est la première femme à avoir obtenu les 3 étoiles au guide Michelin. Et vous pouvez peut-être reconnaître quelqu'un dans le fond ? Un chef lyonnais très connu. Paul Bocuse, Il a été formé par la mère Brasier. Pour vous dire à quel point elle était quelqu'un d'important. Après, il y avait les filles qui avaient leur père qui était en cuisine, mais c'est pas pour ça qu'elles ont eu envie d'y aller. Moi, je pense qu'il faut pas tout mettre sur le sexisme. Mais c'est vrai que quand on se retrouve seul, parce que moi j'étais seule, c'est quelquefois compliqué. Surtout ne faisant pas partie du sérail. Si j'avais suivi le cursus normal, peut-être que l'accueil aurait été différent. Est-ce que c'est plus difficile pour une femme d'être chef étoilé ? J'en sais rien parce que jamais rien ne m'a semblé difficile. Puisque moi, les étoiles ne représentaient pas ce que ça représente, par exemple, comme pour Thierry, quoi. Quand l'équipe a eu la première étoile et qu'on a eu la 2e étoile, pour eux, c'était vraiment extraordinaire. Moi, j'avais toujours une espèce de recul. J'étais contente, puis ça m'amusait de les voir heureux comme ça, et puis c'était chouette, quoi. Mais je pense que ça n'avait pas le même impact sur moi. Dans les années 90, au pavillon Le Doyen, vous avez une des plus belles adresses de Paris. Pourquoi vous faites le choix de quitter cet établissement ? J'ai ouvert un établissement dans le 16e. J'ai eu des étoiles Michelin aussi. Et puis après, j'ai voulu savoir ce que c'était qu'un traiteur. Et donc, je suis partie et je suis entrée chez un traiteur comme chef de production. Je voulais savoir ce que c'était. Parce que c'est vrai que quand on dit on va travailler chez un traiteur, souvent c'est énormément dénigré. Des collègues qui m'ont fait des réflexions en disant mais qu'est-ce que tu vas faire là-dedans ? Tu vas te perdre. Mais je me suis follement amusée. Qu'est-ce qui est dur dans le métier de chef ? Rien. J'ai pas l'impression de faire un métier dur. Et tout ce qui est horaire, tout ça, c'est quelque chose que vous avez toujours bien géré ? Ah oui, ça m'était complètement égal. On pouvait me demander des tas de choses. Ça allait. J'ai pas de problème avec l'heure et j'ai pas de problème avec le sommeil. Et c'est un gros avantage dans ce métier. J'ai jamais dormi beaucoup. Quand j'ai 4 heures, je suis la reine du pétrole, ça me va très bien, c'est grasse mat. Et du coup, les choses ne me sont jamais apparues comme étant difficiles. Même chez le traiteur,
Quand je me suis retrouvée avec des équipes complètes où se faire diriger par une femme, c'était compliqué pour eux. Ça me paraissait pas insurmontable. Là, on l'entend, il y a des bruits de couverts, il y a le bruit de la rue. On est dans votre restaurant dans le 14e arrondissement, aux Petites Sorcières. Oui. Pourquoi vous avez décidé d'ouvrir un bistrot gastronomique ? Parce que je voulais plus de contraintes. C'est-à-dire que si ça me plaisait de mettre un merlan dans mon assiette, j'avais le droit de mettre un merlan. Je savais ce que je voulais faire, une carte qui change tout le temps, pas cher. Effectivement, c'était pas monnaie courante. Et il y a cette liberté qu'on a de pouvoir mettre un merlan, qui maintenant se retrouve sur toutes les tables. Voilà. Vous avez lancé une mode. Il a lancé une mode, peut-être, je sais pas, comme pour les vêtements. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce qui fait la différence entre un bon chef et un chef étoilé ? On peut être très bon chef et n'être pas étoilé. Parce que ça n'a rien à voir avec la qualité d'un chef, c'est à voir avec la qualité de sa cuisine. Alors, à quoi on reconnaît l'excellence ? Moi, j'ai déjà mangé dans des restaurants non étoilés où je me suis tellement régalée et j'étais quelquefois tellement déçue dans des restaurants étoilés qu'à la limite, je pense que ce qui fait la différence, c'est peut-être le cœur que les gens mettent à l'ouvrage. Donc ce qui vous plaît évidemment, c'est le goût, les saveurs, comme tout à chacun, mais est-ce qu'il y a quelque chose en tant que professionnel, quand vous allez manger dans d'autres adresses, auquel vous êtes particulièrement attentif ? Est-ce que ça va être l'association des couleurs ? Est-ce que ça va être l'originalité d'un plat ? Moi, c'est le goût. Le goût. Le goût. Je peux avoir un très joli plat, c'est joli ça. Et puis tellement être déçue en le goûtant, parce qu'en fait, je m'attends à avoir la beauté du plat, j'attends de l'avoir dans la bouche, et souvent, ça vient pas. Et là, je suis extrêmement déçue. Parce que j'ai l'impression que j'ai été flouée, quoi. Je me suis dit, on m'a fait envie, et puis il n'y a rien. Et comment on donne envie à quelqu'un de manger son plat ? Il faut qu'il ait de l'odeur. Sa première chose qu'on a, c'est l'odeur, la vue. Et après, on a le goût. Ah, oui. Ça hume. Voilà. Non, c'est vrai, quand on pose quelque chose et que ça sent bon, on dit, tiens, ça peut être bon. Si c'est mal assaisonné, on est vraiment... là, on n'est pas bien. Pas bien du tout. Ici, aux Petites Sorcières, la carte, elle change tous les jours. Vous, ça fait quand même plus de 40 ans ou près de 40 ans que vous faites ce métier. Comment vous arrivez à vous renouveler ? J'en sais rien. Je vous assure que c'est vrai, j'en sais rien. Mais je suis toujours attentive à ce qui sort, à ce qui se passe. Quand je vois quelque chose, ça m'intrigue, il faut que je le goûte. Un produit ou une épice ou... Et puis c'est comme ça que quelquefois ça démarre. Je me dis, tiens, mais ça, je pourrais le faire avec ça, comme ça. Et puis voilà, c'est fait. C'est plié. Donc vous avez une inspiration du quotidien. Est-ce que cette inspiration, elle peut être aussi nourrie par d'autres chefs, par des voyages ? Par des voyages, oui, par d'autres chefs, non. Alors expliquez-nous pour les voyages. J'ai eu la chance avec mon métier de faire énormément de choses et de voyager beaucoup. Et c'est vrai que au niveau des textures, quelquefois au niveau d'un goût, au niveau d'une manière de maturer quelque chose, qu'on ne fait pas chez nous. Je dis tiens, dans le fond, je pourrais peut-être faire ça, je pourrais essayer, et puis le faire avec un autre produit. C'est comme ça que ça me vient à moi. Vous vous renouvelez, vous vous interrogez, vous mettez tout le temps, parce que moi, en fait, pourquoi je change ma carte tous les jours ? Parce qu'en fait, je m'ennuie tout le temps. Je m'ennuie très vite. Et quand vous testez toutes ces nouvelles recettes, qui vous fait des retours ? Souvent, c'est les clients. Moi, je regarde quand j'ai fait un truc. J'ai 2-3 clients qui me disent « Punaise, c'était vraiment bon aujourd'hui. C'est ça, ça nous a plu ça, ça nous a plu ça. » C'est ça le retour. J'ai pas besoin d'avoir une salle complète qui me dise que c'est bon. Il suffit d'une personne. Les clients, ils vous connaissent bien aussi parce que vous avez participé à l'émission Top Chef pendant 5 saisons au début des années 2010. Vous parlez beaucoup. Oui, chef. Puisque vous parlez beaucoup, faites attention à vos bords d'assiette. Celle-là est très sale. Il ne faut pas avoir l'air abattu comme ça. Je décompresse, chef. Il ne faut pas trop décompresser. Pourquoi vous rejoignez cette émission ? Vous savez, moi d'abord, j'ai eu la chance d'être formée par des médias. Ce sont les médias qui m'ont porté au pinacle. Il faut rendre à César ce qui est à César. Pourquoi vous dites ça ? Pourquoi vous dites que c'est les médias qui Parce vous ont porté ? que c'est grâce à 2 journalistes, Jean-Luc Petit-Renaud et Gilles Pudlowski. Je suis ravi de vous retrouver dans ces escapades de Petit-Renaud. Qui, en passant à Lille,
se sont demandé pourquoi les restaurateurs étoilés de Lille disaient qu'il ne fallait pas venir me voir parce que ça valait rien. Ils sont venus, ils ont aimé ce que j'avais fait, ce que Thierry avait fait, ce que mon pâtissier avait fait. En fait, la cohésion qu'on avait leur a plu. Et puis ils sont revenus, ils en ont parlé et tout. Moi, j'ai été formée par les journalistes. Et puis après, j'étais formée par la radio, j'étais formée par la télévision, par tout ce qui se passait autour. Et moi, les réflexions des uns et des autres m'intéressent toujours, parce que ça me fait toujours modifier ce que je pense. Et qu'est-ce qui vous a séduit dans Top Chef ? Ce qui m'a séduit dans Top Chef, c'est d'abord parce que c'était la première émission du genre. Je trouvais ça passionnant parce que ça permettait en fait aux gens de rentrer dans les cuisines. Il y avait un Masterchef. Masterchef, c'était des amateurs. Des amateurs. Que Top Chef sont des professionnels. Il fallait être professionnel. Et ça, je trouvais ça très intéressant parce qu'on a toujours une profession extrêmement pauvre en recrutement. C'est toujours très, très difficile. Et c'est vrai que dès la première année de Top Chef, les écoles se sont remplies. Et c'était fabuleux parce qu'en fait, les gens se rendaient compte qu'il se passait vraiment quelque chose et que ça pouvait être ludique. En tant que chef, est-ce qu'on essaie de le rendre sexy, son plat ? Écoutez, ça dépend. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sexy de nature. S'ils ne sont pas sexy, et la patate, elle restera toujours une patate. Hein. C'est toujours Thierry qui est plus... sceptique. Cela, il pourrait vous le dire. Quand j'ai décidé de faire un œuf d'eau à la bière, il m'a dit « Mais t'es folle ». Je dis « Non, je me souviens, ma grand-mère dans leur brasserie gardait les fonds des tonneaux de bière parce qu'ils faisaient de la bière de ménage et d'autres bières. Et puis la bière de ménage, c'est les gens qui venaient la chercher dans un pot, ils venaient pour apporter leurs bouteilles, ils remplissaient les bouteilles de bière et tout ça. Et elle mettait le pain qui restait dans le fond de ça. Et elle en faisait comme une espèce de soupe, mais c'était déjà très lié, quoi. C'était comme une crème. Et j'ai essayé de refaire ça. Je fais, puis je refais. Je me dis, putain, c'est bon. Ça, je vais faire ça avec un œuf. Et ça a eu un succès fou. Les saveurs de votre enfance, c'est quelque chose qui vous inspire beaucoup ? Non, c'est pas les saveurs. C'est des choses qui sont liées à une histoire, souvent. Voilà. De famille, ou... Oui. Ou d'un truc où ça peut être des choses qui ont été faites au moment d'un repas ou autre et qui m'ont laissé un bon souvenir, mais je serais incapable de vous dire si c'est le repas ou le mets qui m'a laissé un bon souvenir. C'est peut-être l'ambiance qui fait que j'ai trouvé que c'était chouette. On va terminer cette interview avec la question qu'on pose à tous nos invités. C'est quoi le conseil que vous auriez aimé recevoir avant de commencer ce métier ? Je sais pas, parce qu'en fait, je savais pas que j'allais faire ça. Donc j'ai foncé dedans parce que je voulais savoir ce que c'était, comment ça se faisait, mais je savais pas ce que ça me réservait derrière. Et je crois que c'est aussi bien de ne pas savoir ce que ça réserve, parce que ça évite de dire oh là là, je vais peut-être pas faire ça. Merci beaucoup, Guylaine Arabian. Merci à vous. Faut le faire, c'est le podcast qui vous fait découvrir un métier. C'est disponible sur toutes les plateformes. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager et vous abonner sur votre application préférée. Ce podcast a été produit et réalisé par François Chézari, Théo Conscience et Stéphane Geneste.